Alors, on a un temps d'échange d'une demi-heure environ. On va essayer de tenir les horaires. Donc l'idée étant de faire un point sur cette première journée et sur ce que l'on a pu retenir et les points de discussion. Donc j'ai essayé en live et le temps de la pause de faire une espèce de synthèse de ce que j'ai retenu. Et l'idée c'est de pouvoir échanger à partir de ces éléments et de donc, ces réalités pour penser et concevoir le travail. Alors finalement, qu'est-ce que j'ai pu retenir de ça ? Mon support ne marche pas. D'abord, une tendance forte, c'est ces instabilités. Entre parenthèses, ensuite, on a donc les intervenants qui en ont parlé. JPR, c'est la table ronde, j'ai appelé ça Jeune pratique en réflexion. Ça me fait penser un petit peu aux travaux de la SELF. Donc toutes ces instabilités des collectifs, des projets, des organisations qui sont particulièrement marquantes actuellement et difficiles à lire. Ensuite est revenue souvent la question du travail sans valeur ajoutée ou du geste sans valeur ajoutée. Il y a eu quelques débuts de débat dessus et je pense particulièrement à ce qu'a présenté Anne-Cécile sur comment on fait. Enfin, l'idée de ce qui est présenté dans l'industrie du futur, c'est supprimer les tâches sans valeur ajoutée pour laisser les tâches plus nobles aux opérateurs. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait quand les tâches répétitives ou les tâches pénibles sont justement les tâches à valeur ajoutée. Ensuite, d'un point de vue méthodologique, ce qui m'a marqué, c'est que finalement, pour ces réalités, pour penser et concevoir le travail, c'est difficile de faire ça juste avec une paire de lunettes d'ergonome. On a bien vu que des travaux en démographie, en sociologie, en sciences de gestion sont particulièrement éclairants pour essayer de comprendre l'univers dans lequel on est. Et donc, ce sont des pistes à continuer à instruire. Et ces paires de lunettes sont particulièrement utiles aussi pour faire un voyage entre le micro du poste de travail et le macro donc de ces systèmes de gestion et d'organisation et de conception. Et que pour nous aider à faire ce travail-là, de transfert du micro au macro et inversement, ben c'est utile d'avoir des objets intermédiaires, des objets frontières qui permettent aux différents interlocuteurs, même s'ils sont instables, de pouvoir discuter à partir de choses, on a envie de dire, pures et dures. Voilà, on pourrait justement discuter de quel type d'objets intermédiaires sont utilisés, parce qu'on parle souvent de maquettes, mais il y a certainement d'autres objets intermédiaires qui marchent très bien. Ces objets intermédiaires peuvent nous être utiles aussi, non pas pour aller du macro au micro, mais pour avoir un focus sur des échelles temporelles plus ou moins longues, en remontant dans le temps, en essayant de comprendre la culture de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise, de ses évolutions, de ses réussites et ses échecs, mais aussi ses temporalités, des temporalités gestionnaires qui peuvent être sur des temps plutôt courts, mais aussi des temporalités beaucoup plus longues de construction des collectifs, des constructions des gestes professionnels, voire des temporalités d'intervention. Ce matin, Laurence a parlé d'intervention qui est arrivée trop tôt ou peut-être trop tard, et donc il y a peut-être un rythme à essayer d'identifier pour pouvoir intervenir. Deux pistes finalement de réflexion encore, c'est que on se rend compte que les concepteurs, les organisateurs sont eux aussi des opérateurs avec des ressources, avec des contraintes, avec une expérience, avec des objectifs, des difficultés, et peut-être qu'il y a tout intérêt à s'intéresser au travail des concepteurs et des organisateurs pour penser et concevoir le travail. Et ce qui m'a frappé dans cette journée, c'est finalement qu'on a très très peu parlé du travail collectif. Serge l'a évoqué dans ses pistes et dans les choses qu'il ne faut pas lâcher. On est beaucoup sur des dimensions individuelles du travail, or on imagine bien qu'il y a quand même très très peu de postes de travail sur lesquels un opérateur travaille tout seul pour lui seul.
Et donc, voilà, ça appelle aussi une réflexion un petit peu plus globale sur, certes, on analyse l'activité d'un opérateur, mais il est certainement dans un système pour rendre service à des collègues, se faire aider par des collègues, être en compétition parfois avec des collègues dans certains systèmes de conception. Et donc, c'est assez intéressant d'identifier, de continuer à travailler sur cette question de travail collectif. Voilà un petit peu les premiers points que j'ai retenus de cette journée et qui sont vraiment pas exhaustifs, mais il fallait faire un petit choix et sur lesquels on peut discuter. Alors je ne sais pas si nos intervenants ont un ensemble de réactions, s'il y a des choses que j'ai mal comprises par rapport à ce qu'ils ont raconté, s'il y a des choses qui les marquent particulièrement. La salle a aussi le droit de réagir par rapport à ces premiers points. Bon, alors moi j'en profite parce que je pense que c'est Laurence qui a parlé de... Je voudrais revenir sur la question des objets intermédiaires. Benoît aussi en a parlé. Et on a tendance à réduire souvent l'objet intermédiaire à une maquette. Une maquette qui soit en dur, à l'échelle 1/20, ou une échelle 1, voire des maquettes 3D. Est-ce que vous avez des exemples d'objets intermédiaires ou d'objets frontières sur lesquels travailler et qui sont d'une autre nature, qui peuvent être même assez surprenants? Je me faisais exactement les mêmes réflexions, c'est-à-dire que sur les objets intermédiaires, donc vous avez parlé des plannings et des contrats. Et moi, ça m'a interpellée parce qu'effectivement, ça, ce sont des objets intermédiaires qui viennent du réel, de l'existant, hein, de ce qu'on peut constater. Et on peut retravailler donc, sur les activités des uns et des autres autour de ces objets intermédiaires. Donc dans les dimensions plutôt structurelles et plutôt organisationnelles, les process, etc., je pense effectivement que, hormis les objets intermédiaires du réel, ceux qu'on connaît, on n'a encore pas complètement inventé. Alors on peut faire des tableaux de répartition de tâches futures, etc., mais en travaillant sur la tâche, on ne travaille pas sur l'activité. Et donc on peut mettre en débat sur la dimension temporelle, sur l'organisation de ces tâches, sur ce qui fait crise ou conflit, etc. Mais on n'est encore pas dans une projection, ça aide. C'est un objet intermédiaire qui à mon avis, mériterait peut-être d'être réfléchi pour lui donner encore plus de projection. Voilà. Parce que je pense qu'il y a vraiment un gros intérêt, un gros enjeu pour notre métier, d'aller travailler en conception donc, avec des objets intermédiaires comme cela. Je pense à des tableaux de polyvalence, à des possibilités peut-être que j'ai entendues par Corinne Godard, sur travailler des projections. Alors, c'était aussi des choses que tu faisais, hein, Serge, sur les populations, âge, vieillissement. Et je pense que ça a du sens et qu'il faudrait vraiment qu'on réfléchisse à les développer. L'exemple que Laurence vient de prendre, ça m'amène à dire que peut-être, je n'ai pas trop réfléchi ce que je veux dire là, mais il y a des objets dont il est bon qu'ils ne soient que intermédiaires et qu'il n'aient pas d'autre usage, qu'ils aient le moins possible d'usage monofonctionnel ou monodisciplinaire ou monoacteur dans l'entreprise, dans le monde du travail. Et je pense que c'est particulièrement le cas dès qu'il est question de chiffres. Les chiffres peuvent avoir justement cette fonction très utile de jouer un rôle d'objet intermédiaire entre divers acteurs, diverses fonctions ou diverses disciplines qui en débattent. Et là, je trouve qu'ils peuvent être relativement précieux, même souvent précieux. Et s'ils sont en situation de cette locution que je déteste et que je combats, qui est les chiffres parlent d'eux-mêmes, et les chiffres, on est apportés par quelqu'un qui les a créés ou qui les a rassemblés et qui les maîtrise et qui les assène comme une sorte de preuve supérieure à tout autre, là, ça peut devenir vraiment
redoutable. Alors un exemple que j'ai en tête qui est intéressant, qui était la thèse d'une collègue, je ne sais pas si certains ici la connaissent, qui est aujourd'hui maître de conférence à Bordeaux, mais qui avait fait sa thèse avec nous, Karine Chassin. Elle avait fait sa thèse sur les gestuels de travail dans l'automobile et dans le bâtiment. Et une des membres du jury lui a demandé pourquoi, dans sa thèse, elle n'avait pas proposé, et dans sa démarche de recherche, elle n'avait pas proposé de mesures d'angulation posturale, etc., et si elle aurait pu le faire, quoi. Bon, la question était légitime. Karine a réfléchi un peu, elle a répondu « J'aurais pu le faire comme un support d'autoconfrontation ». Autrement dit, ce n'est pas le fait d'apporter, elle, experte, les 30 degrés d'angle du genou, etc., mais si derrière, ça devient une sorte de composante d'une démarche d'autoconfrontation parmi d'autres, là, ça prend une autre nature, ça prend une nature d'objet intermédiaire, il me semble. Hein. Et là, ça devient légitime. Et alors, j'insiste sur ça parce que je suis statisticien, donc je suis en train un peu de plaider, sinon contre ma propre chapelle, du moins pour que l'usage de ce que nous apportons ne soit pas comme ça contingenté. Et je pense vraiment, alors la fabrication des questionnaires, je ne vais pas développer là, on a même écrit des articles et des bouquins dessus. Hein. La fabrication d'un questionnaire, un questionnaire, c'est un très bon objet intermédiaire, si c'est un objet intermédiaire, et un très mauvais outil d'imposition d'une pseudo-preuve quand ça n'est pas un objet intermédiaire. Juste une remarque complémentaire, mais qui est vraiment dans le droit fil de ce qui vient d'être dit. Il me semble qu'il n'y a pas d'objet intermédiaire en tant que tel. Il le devient, il peut l'être à un moment et ne plus l'être à une autre, etc. C'est l'usage de l'objet qui lui donne son statut intermédiaire ou pas. Et ça renvoie, pour ouvrir la discussion sur les sciences de gestion, à ce que l'on appelle aussi un outil de gestion. Et il y a une approche des outils de gestion qui estime qu'un outil de gestion, ça rassemble 3 niveaux. Et il y a un niveau qui est celui du substrat technique, il y a un niveau qui est celui de la philosophie gestionnaire, et il y a un niveau qui est celui de la représentation simplifiée que le substrat technique de l'outil de gestion intègre. Et cette représentation simplifiée, c'est la représentation simplifiée de l'organisation, des membres de l'organisation, des relations à l'intérieur de l'organisation. Et donc, un outil de gestion peut porter une philosophie qui est une philosophie de conformation du comportement, ou au contraire une philosophie d'exploration de solutions nouvelles. Et la représentation qu'il intègre dans son substrat technique, déjà, l'oriente très largement dans une de ces directions. Et pour l'objet intermédiaire, pour moi, un outil de gestion peut très bien devenir un objet intermédiaire si, notamment, il a cette fonction plutôt d'exploration plus que de conformation à un prescrit intangible, etc. Voilà. Willy, je me permets. Un autre élément qui m'a peut-être interpellé, moi, dans les discussions qu'on a pu avoir dans cette journée, c'était cette fameuse dimension temporelle. Donc tu l'as repris effectivement aussi en synthèse, mais moi ce que j'avais envie de dire, c'est que dans les équipes projet, il y a quand même des phases très chronophages. J'en parlais tout à l'heure à la pause avec Émilie. Dans notre pratique, il y a des moments où on y passe beaucoup de temps, hein, et on ne sait plus trop pourquoi on est là. Alors je pense à ces fameux rings numériques, vous voyez, hein, avec toute cette liste de tâches là, et on se perd. Et on se dit, mais finalement l'activité là, et ce que j'ai vu moi sur le réel et ce que j'ai envie de débattre, c'est où, quoi. C'est un peu... Donc, alors moi, par expérience maintenant, j'essaie d'être... vigilante, hein, à ne pas me laisser embarquer par certains objets intermédiaires. Mais alors, je suis preneuse d'objets intermédiaires qui fonctionnent, hein, si vous en avez. Bonjour, Xavier Pierre-Valentin, j'ai un outil intermédiaire. Question à vous quatre, en fait, aujourd'hui sur le secteur de production industrielle, globalement, PME, PMI. On parle beaucoup de design thinking, design centré utilisateur. On parle de méthode agile, justement, par rapport à l'instabilité des systèmes de production.
aujourd'hui, on est plutôt des ergonomes dans la salle. Comment vous vous positionnez par rapport à ces nouvelles méthodes, ces nouveaux credos qui commencent à arriver à la fois en termes d'organisation, de conception, de réalisation, de transformation, on va dire, des situations de travail? Est-ce que l'ergonome est un designer? Est-ce que le designer est un ergonome? Est-ce qu'on est tous à peu près les mêmes choses? Merci de votre question et je vous donne rendez-vous dans un an si nous avons la possibilité de pouvoir travailler sur la question. Non, c'est des questions aujourd'hui où personnellement je m'y suis pas encore penchée effectivement sur est-ce qu'on peut considérer à un moment l'ergonome comme un designer. Aujourd'hui, je prends la question et je vais y réfléchir. Moi, je vais faire une réponse qui est peut-être un peu décalée. J'ai une lecture maintenant des processus industriels, d'industrialisation. Donc, on a d'abord le bureau d'études, où on a énormément d'ingénieurs, des designers, des architectes, des architectes. Et on a après des personnes qui vont travailler sur les outillages, on a des personnes qui vont travailler sur les documentations techniques. Tout ça, ce sont des personnes qui pensent et qui réfléchissent l'avenir des futurs hélicoptères et tout ce qui va autour. Ensuite, on va arriver dans des sphères de production. Donc on va avoir des personnes qui vont s'interroger en tant que clients par rapport aux concepteurs sur ce dont ils vont hériter pour pouvoir sortir l'hélicoptère. Et donc on a plein d'interfaces entre les différentes directions. Et après, on va avoir le support. Je vous le caricature, je le fais simple, mais c'est bien plus complexe. Le support, c'est-à-dire les clients, la maintenance, etc. Et donc, en fait, on a énormément d'acteurs, beaucoup d'interfaces, des designers. Moi, dans ma conception, pour les situations de travail, c'est autant ceux qui produisent que ceux qui évaluent. C'est ma définition des acteurs de la conception, des concepteurs à proprement parler. Mais donc vous voyez toute la complexité de créer le lien avec tous ces acteurs, vu le fait qu'ils sont excessivement nombreux. Donc je ne sais pas si on est des concepteurs ou des designers. En fait, on travaille avec eux, ça c'est sûr, et ils sont nombreux. Donc c'est pas toujours simple. Une chose est certaine, c'est qu'il faut essayer dans des temporalités là encore complexes, parce que souvent produire un hélicoptère, le dessiner et puis ensuite le mettre en industrialisation, c'était 15 ans, il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, on arrive à trouver des cycles qui sont quand même plus courts, mais bon, ça s'étale quand même sur le temps. Donc l'idée, c'est quand même que les concepteurs qui définissent une enveloppe d'hélicoptère, derrière, il va y avoir des zones de travail pour des opérateurs qui sont en production et pour ceux qui font la maintenance, et c'est faire remonter, identifier les problèmes et faire remonter les problèmes au plus tôt, jusqu'à eux. Donc voilà, c'est le challenge, quoi. Oui, je vous écoute et je me pose des questions sur finalement la question qui doit se poser en continu pour l'ergonome de tout aller étudier et avec quelle profondeur, parce que lorsqu'on doit comme ça travailler sur un objet aussi complexe, on a un peu la problématique un peu des optimums locaux puis de l'optimum général. Et finalement, on peut être pris sur tout un tas d'optimums qu'on pourrait aller voir et puis finalement se dire, on revient sur la situation pour avoir peut-être quelque chose d'un peu plus général et puis on se repère. Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut mettre comme structure, enfin, comment on se dépatouille un peu de cette histoire de finalement, quelle implication, à quel moment, pour quelle profondeur, suivant quelle difficulté, puisque la difficulté, on l'a
perçoit pas nécessairement. C'est-à-dire quelque chose qui peut paraître, bon voilà, oui, c'est pas grand-chose, il va se pencher un peu, ça ira bien, c'est pas très... Et puis finalement, des choses se mettent en place, des choses continuent de s'agencer à l'intérieur de cet espace, et puis ce petit truc qui n'était pas finalement très fondamental prend une importance qui devient fondamentale. Et du coup, on se dit, mince, on aurait dû y passer plus de temps, il aurait fallu travailler là-dessus, et ainsi de suite. Quelque part, est-ce que c'est pas un jeu un peu impossible et que derrière un peu la réflexion que vous menez de conception améliorée, de conception anticipée, est-ce qu'il n'y a pas un jeu impossible? C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout prévoir, quoi. On ne peut pas tout prévoir. Et comment finalement on arrive à gérer le moins mal possible ces aspects-là? C'est un petit peu général à ce que je vous dis, mais je pense que vous avez compris l'idée. Moi, je trouve que vous mentionnez là quelque chose qui est complètement fondamental, c'est les articulations micro-macro. Et elles sont complexes, plus il y a d'acteurs, plus elles sont complexes à gérer. Et je suis tout à fait d'accord. Peut-être un complément également. Dans le cadre du dispositif Home Lachère, donc on a 10 ans pour réfléchir. Donc ça veut dire qu'il y a une trajectoire aussi. Répondre à votre question comme ça, sur du très court terme, en arrivant sur le terrain, ça me paraît très compliqué. En revanche, par une mise en discussion, et je pense que là c'est vraiment très important, des différents acteurs, parties prenantes du problème, on peut essayer d'équilibrer entre aller voir très très profondément, mais sur un périmètre très étroit, et puis avoir la vision plus large. Mais je pense que cette idée de se dire rétrospectivement, ah zut, on aurait dû, on semblera toujours, enfin c'est impossible à complètement supprimer, mais pour se donner le plus de chances possible, c'est de fédérer autour de l'acte de l'ergonome ou du gestionnaire les points de vue différents des acteurs, parties prenantes. Mais pour ça, peut-être qu'il faut avoir aussi une approche proactive pour enrôler des gens qui se sentent concernés, qui sinon ne le seraient pas, enfin en tout cas ne sont pas spontanément concernés, et du coup apportent cette vision qui permet un bon équilibre micro-macro. Du coup, ça continue de réfléchir à chaud et lorsque j'avais un peu travaillé sur la question des simulations, il y avait quelque chose qui m'avait frappé, c'est que des simulations de personnes en activité fonctionnaient mieux sur des simulations qui étaient finalement assez simples de présentation que des situations élaborées. Ça faisait partie notamment d'études où on mettait en réflexion, si j'ose dire, des études basées sur des simulations en 3D qui étaient assez détaillées. On essayait d'avoir des environnements les plus détaillés possibles. Et puis finalement, de prendre un bout de carton pour simuler le poste avec relativement peu de choses, les gens s'étaient rendus compte que ça facilitait finalement l'intégration des opérateurs parce que les opérateurs étaient un petit peu gênés dans les situations 3D parce que ce n'était pas tout à fait leur environnement, parce que c'était monté, parce que c'était aussi pas nécessairement facile à faire évoluer. Hein. Vous avez cité tout à l'heure la difficulté actuelle du fonctionnement des rings, je crois. Enfin, toujours est-il que c'est un peu difficile à vivre, alors que le bout de carton, finalement, on l'arrachait, on le recollait, on en remettait quelque chose. Donc c'est déjà un petit peu ma question, c'est est-ce que cette réflexion, vous l'avez aussi dans la création de ces objets intermédiaires? C'est finalement de peut-être pas trop rechercher la précision, mais plutôt rechercher le côté pratique de la manipulation. Et puis bon, c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser répondre à cette question. Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est les maquettes 3D, là, le ring numérique, entre autres, hein, les ingénieurs, eux, ils s'y retrouvent. Mais ce que j'ai oublié de préciser, c'est que si un opérateur n'est pas dans la salle, un opérateur qui a déjà fait le travail sur une maquette, hein, eh ben, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est tout vous dire. C'est-à-dire que c'est très sophistiqué, mais finalement, l'usage qu'on en fait
c'est quand même le collectif qui va le gérer. Hein. Donc effectivement, moi je préfère quand on fait des simulations échelle 1 avec des maquettes bois ou avec autre chose, des choses plus simples. Et puis bon, après, il faut le mettre en relation aussi avec ce qu'on vise et ce qu'on cherche. Hein. Donc il y a beaucoup à développer là-dessus. Oui, Sébastien Arnaud, Solutions Productives et également tuteur. Je voulais rebondir sur cette intervention. L'expérience nous montre que plus on fait de simulations numériques, plus on a besoin de revenir à la simulation terrain, maquette, et on en fait avant, on en fait en parallèle et on en fait après. C'est-à-dire que l'un ne se substitue pas à l'autre, il ne pose pas les mêmes questions et n'apporte pas les mêmes réponses. Et dans ce qu'évoquait Ghislain tout à l'heure, c'est la dimension collective, parce qu'effectivement, on a quand même esquissé la question du travail collectif. Et l'idée, c'est pas que les ingénieurs aient des réponses à leurs questions, ou que l'ergonome comprenne mieux de quoi il s'agisse. L'objectif, c'est d'être sûr que ceux qui sont experts du sujet sont en capacité de se comprendre eux-mêmes, de se poser les bonnes questions entre eux, d'y répondre et de donner à comprendre aux sachants, hein, ceux qui sont porteurs des connaissances du général, cette connaissance du particulier sans laquelle on est incapable de concevoir un hélicoptère. Donc je pense que c'est important d'aller dans ce niveau-là d'analyse et que c'est peut-être la différence entre l'activité qu'on peut regarder de loin, avec ou sans caméra, et l'activité que nous donnent à comprendre les gens qui la font réellement, et que c'est un atout non seulement important, mais indispensable pour concevoir. Et je voudrais juste rebondir sur le fait de travailler ensemble sur les projets. Alors effectivement, l'ergonome peut aller vers le concepteur venir vers l'ergonome, ou éventuellement vers le compagnon. Mais je crois assez peu à l'organisation spontanée des collaborations, surtout dans les processus de conception de plus en plus complexes qu'on constate aujourd'hui. Et aujourd'hui, chacun à son niveau n'a pas le temps de faire le travail qui lui est assigné, en restant simplement au niveau des tâches prioritaires et incontournables. Et donc, il y a peu de chances pour que les gens spontanément aient envie ou s'organisent pour travailler ensemble. Et ça pose la question du dispositif de pilotage de cette conception. Et ce qu'on peut constater, c'est que de plus en plus dans les processus industriels, on a un pilotage des gates financières. Pour ça, c'est très bien outillé. Mais les gates de la prise en compte du travail réel et de l'expertise du terrain est peu instrumenté. Et on peut faire le constat d'un déficit du pilotage de gestion, de où se joue la performance d'un projet, et que cette dimension-là est très souvent absente des processus industriels, et que ce n'est pas seulement un nombre d'interlocuteurs, mais c'est que ceux qui devraient piloter ne sont pas forcément aux commandes du pilotage du processus industriel de conception. Voilà, donc ça a à voir avec la performance. Et si j'ai 2 minutes, pour dire que pour l'ergonome, la notion de performance est consubstantielle à la notion de santé, qu'il n'y aurait pas la performance économique d'un côté et la santé de l'autre, mais que la performance, c'est quelle valeur on crée pour permettre de, effectivement, essayer de survivre dans un environnement qui nous a été donné, qu'on a transformé, et de faire que les générations futures auront aussi quelque chose à faire sur cette terre. Donc c'est peut-être un peu philosophique, mais je pense que c'est important de raisonner en performance avec ces externalités dans toutes les dimensions. Voilà. Suite à ces échanges-là, c'est pour poser une question, à vous tous, tous ceux qui tournaient autour des questions de conception. C'est la question de la connaissance par chacun de ceux qui y participent du degré de réversibilité ou d'irréversibilité du processus de conception lui-même. Alors c'est peut-être une question courante et bien assimilée par vous tous, mais est-ce que par exemple les opérateurs ou les différentes fonctions qui sont impliquées, qu'est-ce qu'ils savent et qu'est-ce qu'ils comprennent du fait que telle décision qu'on va prendre à un moment donné, compte tenu du calendrier, compte tenu des sommes engagées, etc., une fois qu'on aura décidé ça, c'est fini, ou dans quelle mesure c'est encore aménageable au-delà. Quand j'ai commencé à être formé en ergonomie, et peut-être tout le monde ici, on distinguait quand même pas mal ergonomie de conception, ergonomie de correction, en disant vaut mieux en mettre le plus possible de qualité de l'intervention ergonomique en amont du côté de la conception, parce que ça coûte beaucoup moins cher, etc., de l'intégrer. Bon, très bien, ça je veux bien, je suis d'accord. Mais si à la fin de la conception, tout est bouclé et immuable, et que les possibilités de correction derrière sont très très restreintes, quel enjeu? Et alors quel enjeu dans les situations où
dont tu seras experte dans un an. C'est-à-dire, il va y avoir, notamment en PME, on imagine, un investissement de robotique, c'est pas rien dans son chiffre d'affaires. Imagine, on n'y touchera plus, quoi, ce robot, quoi. C'est un truc qui va vraiment marquer l'activité de pas mal de personnes durablement. Alors, est-ce que dans les processus de conception même, on peut intégrer une réflexion sur le degré de réversibilité de ce qu'on est en train de fabriquer? Je suppose que oui, hein, mais est-ce possible? Est-ce l'usage? Et est-ce que c'est le rôle de l'ergonome de l'introduire, cette réversibilité-là? Ce qui, du coup, réhabiliterait davantage l'ergonomie de correction. Il ne faudrait pas cracher dessus quand même. Juste si, du coup, on peut tenter de répondre à ta question et l'élargir, Serge, Léonard. Non seulement il y a la notion de réversibilité, mais il y a aussi la question de la représentation de ce possible réversible ou pas. J'entends par là le fait que faire circuler un plan, quel que soit son niveau d'aboutissement, ça peut laisser chez l'utilisateur qui en prend connaissance, un opérateur ou un manager, le fait que les choses sont complètement et définitivement figées. Alors que le plan n'a été édité juste que pour représenter symboliquement des choses qui sont, pour le coup, réversibles. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, du coup, cette question de la réversibilité, certes, mais aussi la question de la représentation que se font les autres de cette possible réversibilité ou pas. D'accord. Et donc, du coup, un élément, enfin, en tout cas, de là où moi je pratique, on a le devoir d'aller identifier ces potentielles réversibilités. On a le devoir d'aller les négocier, et à la fois par de la connaissance, parce que globalement, une cloison qui est positionnée à un moment donné sur un plan, qui est dessinée sur un plan, sa concrétisation réelle sur le chantier, elle va avoir une vie. Et cette vie-là, potentiellement, on peut aussi, quand on a un peu la connaissance de comment les choses se jouent, on a la possibilité d'aller jouer avec ça. Et de, du coup, générer de la réversibilité là où, de prime abord, il n'y en avait pas. On va être clair, sur tous les projets sur lesquels on intervient, la première chose qu'on nous dit, c'est pas possible. Non. Ah non, les opérateurs, on ne va pas pouvoir les sortir la ligne. Non. Ah non, les réunions, ce ne sera pas possible. Ah non, les marges de manœuvre, il n'y en a plus. Et donc, il y a bien cette volonté qui doit animer l'action et le positionnement d'intervention sur aller identifier cette réversibilité, avoir de la connaissance, au-delà aussi de la connaissance qui est disponible en local. Parce que potentiellement, on peut avoir aussi des connaissances sur les processus, importer d'autres interventions ou d'autres projets qui vont pouvoir permettre aussi d'ouvrir des marges de manœuvre dans la tête même des concepteurs, que ce soit sur les plannings, sur les financements, et ainsi de suite. Et donc, de mon point de vue, on a le devoir d'aller chercher cette réversibilité et d'aller la travailler pour ouvrir les marges de manœuvre du projet. Alors après, il y a un truc sur lequel je suis, pour le coup, moi, très à cheval, c'est la question du planning. L'ergonome n'a pas vocation à faire glisser le planning. En tout cas, dans ma pratique professionnelle, je fais en sorte que, quoi qu'il arrive, si je réponds à un projet, ce ne sera pas l'ergonome directement qui fera glisser le planning. Indirectement, on peut travailler à faire en sorte que le planning glisse, avec quelques petites astuces un peu fourbes, j'en conviens, ce sera coupé montage de toute façon, on le sait bien. Mais de dire que, et cette image qui consiste à véhiculer le fait que l'ergonomie, ça fait ralentir les projets, c'est une image qui est très désastreuse pour l'ergonomie elle-même. Anne Armand, je suis en master 2 d'ergonomie, mais là je vais plus parler avec ma casquette de sociologue pragmatique. J'ai l'impression que quand on parle de micro et de macro, en fait, on parle de structure d'un côté et de situation de l'autre. Et que, alors je ne sais pas si vous vous y retrouvez là-dedans, que la situation, le réel n'existe que dans la situation et les structures conditionnent la situation. Voilà. Moi, je veux bien faire un début de réponse. Il me semble que la situation est un concept qui permet d'emblée d'articuler micro et macro, et d'une manière différente. Justement, d'un côté, il y aurait une structure qui serait déterminante de ce qui se passe au niveau micro, et que quelque part, le micro serait
soit condamnés à suivre un prescrit, soit finalement échapperaient toujours à la visée prescriptive de l'organisation de la structure qui est au-dessus, quoi. Et moi, il me semble qu'à travers l'approche pragmatiste, la situation intègre d'emblée micro, macro. La situation, en revanche, a une particularité, c'est la singularité. La situation est pour l'essentiel singulière, là où, au niveau plus macro, on pourrait trouver des régularités ou en tout cas des formes qui sont moins marquées par la singularité. Et dans ma compréhension de ce qu'est une situation, la situation ne peut se comprendre qu'à l'articulation du micro et du macro. Et si on est d'accord avec l'idée d'organizing, ce qui se passe de micro dans la situation produit de l'organisation, donc un feedback très fort au niveau des structures. Donc il ne s'agit pas de nier qu'il existe des structures, mais le point le plus intéressant, c'est sans doute ce qui produit les structures à partir de l'activité en situation. Oui, je suis plutôt d'accord avec ce que vous venez de dire. Alors, dans les pratiques qui sont en tout cas celles de notre réseau de recherche, deux compléments. Le premier pour dire que on serait tenté de mettre micro et macro avec des S, enfin au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a des emboîtements de niveaux multiples, plus les emboîtements temporels sur lesquels j'ai un peu insisté à la fin de mon exposé, qui sont encore une autre manière de voir les grandes perspectives historiques par rapport au ici et maintenant, qui sont aussi une forme de macro par rapport à une forme de micro, si on veut. Bon. Mais donc, il peut y avoir vraiment, parce qu'au-delà de l'entreprise, il y a le secteur, il y a la société, il y a la mondialisation libérale et tout ce qu'on voudra, tout ça s'emboîte. Ce qui m'amène à ma deuxième remarque, qui est une certaine manière, qui a été beaucoup travaillée par Jacques Durafour, que Laurence citait ce matin en début de son exposé, une manière pour l'ergonome de s'approcher de ce que les niveaux supérieurs font peser comme contrainte sur les niveaux inférieurs, et des marges de manœuvre qui demeurent quand même en dessous. Et on a deux pièges. On a le premier qui est de tout imputer au macro, et donc on ne peut rien faire. On est coincé, quoi. On est complètement coincé. Bon. Alors ça, on sait que ce n'est pas la perspective ergonomique et qu'on va toujours essayer de débusquer localement toutes les marges de manœuvre possibles, voire pour un opérateur ou un collectif d'opérateurs. Bon. Et il y a quand même le danger inverse, c'est-à-dire la déresponsabilisation totale, la décentralisation absolue sur le poste. Et l'idée que chacun est de plus en plus responsable de ce qui se passe là, quoi. Et que, alors à la limite, quand nous, on vient de montrer qu'il y a des stratégies créatrices, même originales, inventives, même sur des postes très contraints, que les opérateurs ont une grande richesse de fabrication de leur propre stratégie de travail, il y a le risque exactement opposé, qui est de dire, alors, débrouillez-vous, quoi. Vous êtes responsable. Alors, ce n'est pas comme ça, c'est-à-dire que c'est toujours très intéressant d'essayer de repérer les stratégies locales, justement pour voir en quoi elles sont éventuellement entravées. C'est l'un des buts d'une analyse fine des stratégies locales. Peut-être que j'enfonce des portes ouvertes pour beaucoup de ceux qui sont ici, mais c'est souvent très important dans les situations auxquelles on est confronté. L'un des buts de comprendre à fond des stratégies locales, multiples, diverses, autonomes, etc., c'est aussi de rencontrer où est-ce qu'elles achoppent sur quelque chose. Et ce quelque chose, lui, il arrive d'au-dessus en général. Et donc c'est de désigner cette entrave-là, et qui pour le coup n'est plus de la responsabilité locale. Bon, on a dépassé un petit peu l'heure. Je vous suggère qu'on clôture la journée maintenant. Je suis marqué par le fait que cette journée soit très industrie. Bon, c'est pas complètement le fait du hasard. Demain, on aura beaucoup plus d'exemples tirés du secteur des services et du secteur tertiaire. Merci à nos intervenants de la journée.